La gratuité des transports en commun, c'est l'un des thèmes de la campagne des élections régionales en Ile-de-France. On en débat avec Pierre-Yves Bournazel. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, député Agir Ensemble et conseiller de Paris. Bonjour Clément Fournier. Bonjour. Bienvenue, rédacteur en chef de You Matter. Alors cette proposition de gratuité des transports en commun, c'est on va dire la mesure la plus médiatique d'Audrey Pulvar, qui est soutenue par le PS. Elle concernerait, d'après ce que promet Audrey Pulvar, si elle l'emporte, dès septembre, les moins de 18 ans, les étudiants, les demandeurs d'emploi de moins de 25 ans, avant d'être élargis progressivement aux bénéficiaires des minima sociaux, aux personnes en situation de handicap, et puis ensuite, gratuité des transports en commun pour tout le monde à partir de 2026, pour tous les franciliens. Vous en pensez quoi, Pierre-Yves Bournazel ? C'est un peu une marotte, puisque d'autres avaient lancé cette idée il y a plusieurs années. D'ailleurs, Anne Hidalgo, je crois, en avait parlé pour son projet municipal, puis était revenue sur cette proposition. Alors, gratuité totale pour tout le monde. Il y a le pass Navigo gratuit pour les moins de 18 ans à Paris, quand même. Oui, exactement. Exactement. Donc, d'abord, sur la gratuité totale des transports, je pense que pour notre région Île-de-France, ce n'est pas une bonne idée. Pourquoi ? Parce qu'on a besoin d'investir beaucoup. On a besoin d'améliorer le confort, on a besoin d'améliorer la sécurité, on a besoin de rénover un certain nombre de lignes, on a besoin d'améliorer la régularité, on a besoin d'investir pour le Grand Paris Express. Donc on a besoin, si vous voulez, de mettre l'argent sur la table. Donc si on prive Île-de-France Mobilité d'une recette, ça ne va pas fonctionner. C'est quoi, c'est 2,5 milliards à 3 milliards? Oui, mais coût c'est un coût quand même assez important pour... voilà. Sinon, c'est le contribuable qui va payer, parce que gratuité, ça n'existe pas. Si vous n'avez pas cette recette, ça va être un manque à gagner, et donc vous allez forcément augmenter d'autres impôts, d'autres taxes. Donc je crois qu'il faut faire attention. Certaines villes en France l'ont fait, cette gratuité, mais ce sont des petites villes. Là, il s'agit quand même du bassin de population le plus important d'Europe, la métropole, l'Île-de-France, une ville-monde. Aujourd'hui, je crois qu'on a besoin de donner la priorité à l'investissement. En revanche, ce que je veux dire, et je conclue là-dessus, c'est qu'il existe déjà des tarifs préférentiels selon des critères sociaux, selon des critères d'âge, et c'est bien heureux. Il est évident qu'il faut que ça se perpétue. Oui, et on va reprendre certains de vos arguments. Les villes, en tout cas, les plus connues qui l'ont fait, Calais, Gap ou encore Aubagne, effectivement, ce sont des villes moyennes. On ne va pas comparer la population et le bassin de population de ces villes avec le bassin parisien. Clément Fournier, peut-être votre avis général sur la mesure proposée par Audrey Pulvar. Et effectivement, les arguments de Pierre-Yves Bournazel sur faudra bien la gratuité, elle n'existe pas. Il faudra bien que quelqu'un paye pour ces transports. Alors, pour savoir si c'est une bonne ou une mauvaise idée, déjà il faut se poser la question de l'objectif. Si l'objectif c'est d'être une mesure sociale qui permette à chacun de prendre les transports en commun, pourquoi pas ? Mais dans ce cas-là, effectivement, c'est plus intéressant de le cibler sur des personnes qui sont précaires et qui auraient éventuellement des difficultés à financer leur pass Navigo ou leur transport en commun. Mais comme on l'a déjà dit, ça existe déjà. Il y a déjà des exonérations pour les personnes précaires, pour les jeunes, etc. Qu'on l'élargisse à d'autres personnes précaires, pourquoi pas. Après, si la mesure elle a pour but par exemple de lutter contre la pollution, les études qu'on a aujourd'hui sur ce sujet montrent que c'est pas forcément le plus intéressant, la gratuité des transports. Et alors pourquoi il n'y a pas ? Parce qu'on pourrait se dire assez intuitivement, bah oui, si on rend les transports gratuits, il y aura moins de gens qui vont prendre leur voiture, donc ça marche, quoi. Moins de pollution. Alors, en fait, toute la question, c'est la question du report modal, c'est de savoir si vous rendez les transports gratuits, est-ce que vraiment les gens vont arrêter de prendre leur voiture pour prendre les transports ? En réalité, ce qu'on constate, c'est que les gens qui prennent leur voiture à Paris, c'est plutôt des gens aisés. On a des stats autour de 60% du trafic à Paris intramuros qui est sur des CSP+, qui prennent leur voiture et ils auraient largement les moyens de prendre les transports en commun. Et s'ils prennent leur voiture, c'est pas parce que les transports en commun sont payants, c'est soit parce qu'ils voient une perte de confort dans le fait de prendre les transports en commun, soit pour d'autres raisons de praticité, de convenance. Et donc, en rendant les transports en commun gratuits, on va pas forcément pousser ces personnes-là à prendre les transports en commun à la place de leur voiture. Donc, on n'aura pas forcément beaucoup moins de gens qui vont prendre leur voiture, qui vont moins prendre leur voiture parce que les transports en commun sont gratuits. Du coup, l'effet sur la pollution, il est assez minime. On a une étude notamment du laboratoire d'évaluation des politiques publiques de Sciences Po qui montre ça, que le report de modalités est pas énorme, qu'on aurait à peu près 2% de gens qui prendraient leur voiture en moins par rapport à la situation d'aujourd'hui. Donc c'est pas forcément ça la mesure clé si on veut vraiment pousser les gens à prendre les transports en commun. D'autant plus que, comme le disait M. Bournazel, si on a un déficit de financement dans les transports en commun qui ne permet plus, par exemple, d'améliorer la fréquence des lignes, leur efficacité, leur déploiement dans la région, en fait, même en ayant un peu plus de gens qui prennent les transports en commun, on va avoir un réseau qui sera peut-être saturé, donc moins agréable à prendre, donc les gens n'auront pas plus envie de le prendre. Donc si vous deviez promouvoir une solution pour faire baisser la pollution en Ile-de-France via ce levier des transports, vous diriez quoi ?
Alors, il y a deux choses. Il y a d'abord rendre les transports en commun beaucoup plus attirants pour les gens. Donc c'est ce que disait M. Bournazel, c'est les rendre plus confortables, plus sûrs, plus précis dans la fréquence, etc. Et il y a aussi l'autre pendant qui est de rendre les autres modes de transport moins attrayants. C'est-à-dire peut-être on a pensé à augmenter le prix des stationnements dans Paris. Il y a certaines villes comme Londres qui ont mis un péage urbain pour que les automobilistes payent lorsqu'ils utilisent leur voiture dans Paris. C'est des mesures qu'on peut envisager pour rendre les autres modes de transport moins attrayants. Et voilà, en fait, l'idée, c'est de rendre l'un plus attrayant et l'autre moins attrayant. Alors effectivement, et dans ce débat, il y a toute la question de la fiscalité, des transports, de la fiscalité écologique en général. Et je reprends la logique d'Audrey Pulvar qui du coup proposait récemment dans une interview de créer une taxe sur les transports les plus polluants pour financer la gratuité des transports en commun. Est-ce qu'il faut revoir la fiscalité des transports, notamment en Ile-de-France, si tant est que la région ait d'ailleurs une partie de ce pouvoir? Ce n'est pas un sujet tabou, mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut une transformation profonde de notre modèle de production et d'ailleurs de notre modèle de consommation. Donc il faut déjà le transformer. Donc évidemment, il faut inciter ceux qui produisent à produire des véhicules propres. Ensuite, il faut inciter les acheteurs à le faire et avoir des prix qui soient des prix compétitifs. Et puis, il faut que la puissance publique invente des nouveaux outils pour faire préférer les transports en commun. Alors, au-delà de tout il y a un gros mot dans tout ça, c'est taxe carbone. Ça, on n'a plus le droit de le prononcer. Oui, mais moi je préfère les incitations de manière générale. Mais il faut aller dans une transformation très forte. On a besoin. On ne peut plus respirer dans nos vies. On a besoin complètement de changer notre modèle. Mais est-ce qu'on peut y arriver sans la fiscalité? La fiscalité doit être un instrument au service d'une vision et d'une politique. Donc on définit d'abord nos objectifs. Et je pense qu'il faut plus de transports en commun, de qualité si on veut attirer de nouvelles personnes. Donc c'est la sécurité, c'est le confort, c'est le dédoublement d'un certain nombre de lignes qu'il faudrait peut-être faire. Ça va être un coût très important. Donc du coup, la gratuité des transports me paraît pas du tout adapté. C'est par exemple des parkings aux grandes interconnexions de l'Île-de-France, parce qu'un certain nombre de Franciliens sont obligés de prendre leur voiture parce que devant chez eux, ils n'ont pas de transport en commun, mais ils ont peut-être intérêt à laisser leur voiture pour aller plus vite au cœur de l'agglomération, que ce soit dans la petite couronne ou dans Paris, et nous serons tous gagnants, notamment dans le cœur de l'agglomération, puisque nous aurons moins de voitures, moins de pollution et moins de bruit. Car il y a la pollution, il y a une autre forme de pollution qui est le bruit, qui est un vrai problème dans Paris intramuros, et donc il faut évidemment moins de voitures, mais en accompagnant cette transformation. Et puis il y a des nouveaux projets, c'est la raison pour laquelle moi je suis opposé à la gratuité, à la proposition d'Audrey Pulvar. Moi je voudrais par exemple qu'on expérimente le transport 24 heures sur 24. Déjà sur les lignes automatisées, le vendredi, le samedi. Si demain, après la crise sanitaire, on veut redevenir cette ville-monde attractive, dynamique, où on sorte, où on bouge, où on fasse vivre notre économie, notre culture, le lien social, et même pour des questions de sécurité, il faut qu'il y ait ces transports 24 heures sur 24. Alors lorsque j'ai proposé cette idée il y a de nombreuses années, on m'a dit que c'était impossible, mais Berlin, Londres, New York le font. Londres est en cours, mais Berlin et New York le font déjà. Donc, voilà, moi je suis pour qu'on investisse davantage dans le transport en commun, comme il faut investir par exemple dans le vélo aussi, c'est important. Super, mais avec quelle fiscalité? Je repose la question, parce que tout ça c'est des milliards d'euros potentiellement à dépenser. C'est des investissements stratégiques qu'il faut mettre en place. La fiscalité, je pense qu'on peut faire des économies aussi sur les dépenses de fonctionnement. C'est vrai à l'échelle de la région Île-de-France, c'est vrai aussi à l'échelle de la ville de Paris, plutôt que de chercher toujours à augmenter des taxes. Voilà. Donc pas un péage version Londres par exemple? Moi il y a 12 ans, j'ai proposé un péage. Je pense que c'est trop tard maintenant avec les vignettes, etc. On a loupé ce coche-là. Maintenant, je suis plutôt pour qu'on ait des incitations et des aides fiscales à acheter des véhicules propres, et plutôt des incitations par l'investissement dans les transports en commun à prendre ces transports en commun, ou le vélo, qui doit être une pratique sécurisée. Par exemple, je fais des propositions sur le savoir rouler, l'apprentissage au savoir rouler, ça me paraît important dès le plus jeune âge, et puis d'avoir des pistes de vélo à l'échelle métropolitaine pour qu'il y ait une véritable harmonisation et qu'il y ait une sécurité aussi quand on prend le vélo et le garer. C'est pour ça que je propose des boxes végétalisées sécurisées de vélo en bas de chez vous. Clément Fournier, est-ce que vous pensez qu'on peut vraiment avoir cette ambition sans revoir la fiscalité écologique, c'est-à-dire finalement sans remettre la taxe carbone au centre du dispositif? Alors, ce qu'on constate dans les faits, c'est que quand on essaye de faire changer les comportements sans qu'il y ait une petite incitation financière ou un aspect de fiscalité, les comportements ont du mal à changer. Ça va toujours mieux quand on touche au portefeuille. Après, la taxe carbone, pourquoi elle est taboue? C'est parce qu'elle a pu être perçue comme punitive, notamment parce qu'elle frappait des populations qui n'ont pas forcément les moyens de dépenser plus pour leur essence et qui n'ont pas forcément d'alternative à la voiture pour se déplacer autrement. Donc ce qu'il faut essayer de faire, c'est effectivement développer des alternatives. Alors après, peut-être qu'une taxe peut être mise en place pour que
des gens qui ont les moyens et qui ont des alternatives, s'ils veulent utiliser quand même leur voiture dans Paris alors qu'ils pourraient utiliser les transports et qu'ils ont les moyens, qui payent éventuellement quelque chose, ça c'est envisageable, c'est des fiscalités qu'on dit progressives. Après, une fiscalité qui s'appliquerait bêtement à tout le monde de la même façon sans prendre en compte les revenus, effectivement, il va y avoir toujours ce problème de justice sociale derrière qui fait que ce sera très mal accepté. Mais effectivement, moi je crois que si on veut vraiment faire changer les choses, il va falloir aller sur des mécanismes qui ont trait à la fiscalité. Alors il faut faire attention qu'ils ne soient pas punitifs, qu'ils ne frappent pas injustement les plus précaires, qui soient très progressifs, qui touchent plus peut-être les personnes les plus aisées, ceux qui ont des alternatives. Mais à mon avis, c'est quand même important qu'on passe par ce dispositif-là. Comme disait d'ailleurs M. Bournazel, un outil en fait pour une vision. Un outil pour une vision. Merci beaucoup. Merci à tous les deux d'avoir participé à ce débat. Tiens, d'ailleurs, on va continuer de parler Je souhaite un joyeux anniversaire. Oui, c'est gentil. Merci beaucoup. On va continuer de parler des élections régionales, mais alors pour découvrir des échos isoloirs.